Salut, petite vidéo un petit peu motivée par les actualités récentes là, pour te parler non plus de premier secours, mais plutôt de secourisme tactique. Autrement dit, de secourisme en situation dégradée, c'est-à-dire une situation où ton intégrité physique ou celle d'autres personnes vont être menacées et où tes moyens de mise en œuvre et tes déplacements sont limités. Avant de commencer, comme dans la dernière vidéo, éloigne tes enfants de la télé, de l'ordinateur, parce que voilà, je ne voudrais pas qu'ils soient choqués par certaines images. À la différence des accidents domestiques, une zone en situation dégradée comprend plusieurs points auxquels il faut faire attention. Une menace toujours visible, toujours existante, qu'elle soit visible ou non, groupe armé par exemple, ou un individu armé. Une zone non sécurisée qui peut être envahie par le feu, par la fumée, ou qui peut être dans l'obscurité. Une structure instable où les fenêtres peuvent être soufflées par des explosions, par des effets de souffle, et qui vont te blesser. Un nombre de victimes inconnues plus ou moins élevé, avec des blessures plus ou moins graves. Et enfin, c'est une zone de laquelle il va être long et difficile de s'extraire. Pour commencer, je vais te parler des trois différentes zones selon leur niveau de menace et les protocoles à y appliquer. Donc alors la première, la zone rouge, c'est la zone où la menace elle est directe et où les soins à prodiguer sont très compliqués à faire. Cette zone, il faut à tout prix chercher à en sortir, ou en se cachant, en se battant, en courant, avec le minimum de blessés et le minimum de pertes. Le protocole qui est appliqué ici, c'est le protocole Ségué. On verra plus loin du coup quels sont les différents protocoles, je ferai un passage là-dessus. Les objectifs pour cette zone, se mettre à couvert des tirs directs, des tirs d'objets, des chutes éventuelles de structures et se dégager des agresseurs. Ensuite, la zone qui s'étend juste après du coup la ZR, c'est la zone orange. C'est la première zone de sécurité relative où la menace est indirecte. Les intervenants secouristes et les victimes ne sont plus sous la menace directe de l'agresseur, peut apporter plus de soins aux victimes à cet endroit-là, mais toujours de façon très limitée. Il faut bien sûr chercher à quitter cette zone et à communiquer avec les survivants, voire avec des autorités en amont. Le protocole à appliquer dans cette zone orange, c'est le protocole marche. Si l'évacuation ne peut pas se faire et que les soins à prodiguer vont devoir durer plusieurs heures ou plusieurs jours, on passe alors à un autre protocole qui est le protocole Titanic. Les objectifs sont les mêmes que dans la zone rouge. S'échapper à tout prix, s'extraire par tous les moyens, effectuer les premiers soins pour stabiliser le plus possible les victimes. Et enfin, dernière zone, c'est la zone verte, qui est la zone sûre où il n'y a plus de menace et dans laquelle les blessés peuvent être acheminés vers les points d'extraction. Le protocole à appliquer ici, c'est le 4R, R, 4 fois R, je vous expliquerai tout à l'heure. Les objectifs dans cette zone, maintenir toutes les interventions relatives aux urgences vitales, évacuer et transporter vers les centres de soins et éviter de nouvelles causes de blessures. Alors évidemment, ces trois zones ne sont pas fixes et elles sont susceptibles d'évoluer avec par exemple des tireurs qui se déplacent ou une menace détectée autre que la première menace. Je reviens maintenant sur les principaux protocoles que j'ai cités plus haut. Du coup, ça va être un peu théorique, mais c'est vachement intéressant. Du coup, essayez de suivre au max. Il y aura plein de détails en commentaire ou peut-être sur le prochain site qui va arriver. Alors le premier protocole qui correspond à celui qui est appliqué dans la zone rouge, c'est le protocole CG, que tu connais peut-être sous l'appellation protocole SAFE. Ça reprend les mêmes points, voilà, c'est la même chose. Alors CG, les lettres de CG, donc le S, sécurité, E, évaluation, G, garrot, et E, extraction. Alors la sécurité immédiate pour ta protection, se placer à couvert, à l'abri le plus proche. Évaluation première de la scène, évaluation des menaces et des risques imminents, évaluation de l'environnement,
les moyens, les abris possibles, les chemins d'extraction, évaluation du nombre des victimes et de leur état, prise de décision de la stratégie à adopter, se cacher, se battre, s'enfuir, etc. Et dernier point de la sécurité, une auto-évaluation personnelle. Est-ce que je suis blessé? Troisième point, le garrot. Le placement, si besoin est, d'un garrot sur toi-même ou sur un ou plusieurs blessés, suivant tes moyens, effectivement. S'il n'y a pas de visuel sur le blessé, l'encourager et le guider par la voix pour essayer de lui faire poser un garrot à lui-même. Et dernier point, l'extraction. Alors, premier point de l'extraction, quitter la ZR, forcément, c'est le premier point le plus important. Ensuite, communiquer si besoin d'aide, si possible, effectivement, suivant les moyens, pareil. À chaque fois, ce que je vais vous dire, c'est ce qui est le mieux à faire, mais des fois, c'est pas réalisable, parce que n'y a pas les moyens, parce qu'il n'y a pas les personnes qui vont bien autour, il n'y a pas possibilité de communiquer, enfin bref, voilà. Ça reste une théorie, du coup, à essayer de mettre en œuvre, mais c'est histoire de ne pas oublier les différents points à aborder, histoire de ne pas louper quelque chose, quoi. Troisième point, s'il y a des victimes, leur demander de s'extraire ou les aider à s'extraire si elles ne peuvent pas le faire par leurs propres moyens. Dès que possible, communiquer, qui, quoi, où, comment, comme un coup de téléphone aux pompiers, c'est les mêmes renseignements. Et ensuite, dernier point, c'est une réévaluation globale de la stratégie. Ensuite, on va passer au protocole marche, qui est du coup à appliquer celui-là dans la zone orange. C'est bien pour ceux qui suivent. Protocole marche, tu le connais peut-être sous l'autre forme, XABCDE. Pareil, c'est comme SAFE pour le protocole Ségué. Ça reprend les mêmes points, c'est une appellation différente, anglaise ou autre, mais c'est exactement la même chose. Protocole marche, M, c'est massive hémorragie. Le A, ça concerne tout ce qui est air, l'air que tu respires. R, ensuite la respiration, un autre point, on voit tout de suite ce que c'est. Le C pour circulation, le H, tout ce qui concerne l'hypothermie, et le E et tout le reste. Alors, premier point, on reprend massive hémorragie. Donc là, c'est une inspection visuelle des 4 membres de la victime, des victimes à chaque fois. Inspection visuelle des 4 membres et inspection manuelle si tu es dans l'obscurité, si tu vois pas grand chose, qu'il y a de la fumée ou quoi. Il faut palper avec la méthode des griffes de chat, palper le corps de la victime, essayer de trouver des plaies sur les membres et tout ça. Si besoin, là on pose un garrot, si c'est une zone garrottable. Deuxième point, contrôle de l'efficacité du garrot. Si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, il faut peut-être poser un deuxième garrot juste au-dessus. Un contrôle visuel également des zones non garrottables, comme le cou, les aisselles et tout ça, toutes les zones où on ne peut pas poser un garrot. Et s'il y a une hémorragie, il faut pratiquer un méchage. Deuxième point, du coup, l'air. Alors, parler avec le blessé et évaluer l'état de conscience. S'il est conscient, passe tout de suite au prochain point, le R. Si c'est pas le cas, il y a peut-être une obstruction ou un risque d'obstruction des voies aériennes. Donc si la victime elle est consciente, faut l'asseoir, installer assis, penché en avant, tu fais ouvrir la bouche et tu vérifies qu'il n'y a rien qui obstrue les voies. Contrôle correctement le passage de l'air. Si la victime elle est inconsciente, alors là il faut faire ce qu'on appelle la manœuvre des marques, inspecter et dégager les voies aériennes supérieures, placer la victime en PLS, contrôler le passage de l'air et continuer le protocole si ça va mieux. Alors la respiration, il faut inspecter visuellement le thorax, devant, derrière et sur les côtés. Pareil, inspection manuelle s'il n'y a pas de visibilité. Obturation de toutes les plaies ouvertes avec un pansement occlusif, ventilé ou improvisé. On verra ça quand je déballerai mon IFAC dans une prochaine vidéo. Surveillance de l'évolution et repérage des signes d'un pneumothorax sous tension. Différents symptômes, c'est les douleurs thoraciques aiguës, une dyspnée et parfois un accès de toux sèche, une cyanose, une détresse respiratoire, une tachycardie ou bradycardie, c'est le rythme cardiaque soit lent, soit trop rapide, soit trop lent, une hypotension, faible tension ou un malaise.
La douleur elle peut également être ressentie au niveau du cou, de l'épaule ou de l'abdomen. S'il y a détresse respiratoire, on reviendra un peu plus tard sur ce que c'est, je vous en parle vite fait. Là, il faut faire ce qu'on appelle une décompression manuelle, c'est-à-dire un burping. J'y reviendrai dans les vidéos, dans la prochaine que je ferai sur mon IFAK. Je vous sortirai le matériel qu'il faut et à ce moment-là, je développerai un peu plus. Quatrième point, le C, circulation. Donc là, il faut faire la prise du pouls radial. S'il est présent, ok, tout va bien. On passe au point suivant, le H. S'il est absent et qu'il y a un état mental que tu trouves altéré, il y a possibilité d'état de choc. Dans ce cas-là, c'est une évacuation prioritaire suivant les moyens et les possibilités effectivement. Prochain point, c'est un contrôle systématique de la tête aux pieds, visuel, manuel, avec des gants. Ensuite, traitement des saignements secondaires avec compression directe et pansement compressif. Et repérage de tout le reste. Là, c'est tout ce qui est fracture, brûlure, plaie simple ou plus grave. Pour le prochain protocole, le 4R. Avant-dernier point, le H. Hypothermie. Là, il faut que tu isoles la victime du sol pour pas qu'elle ait froid. Tu la couvres avec une couverture de survie, du bon côté de préférence. Protéger la victime des éléments naturels comme le soleil, la pluie, la neige, le vent et tout ça. Et ensuite, réconforter moralement la victime. Dernier point, sixième, le E, c'est tout le reste. Donc tout le reste, ça comprend le traitement de tout ce qui est plaie à l'œil par exemple, l'immobilisation des fractures, le traitement des brûlures, l'emballage des éviscérations, la stabilisation des corps étrangers, puis ensuite rassurer, réconforter, préparer la victime pour l'évacuation en zone verte. Rassembler et remballer tout le matériel utilisé par victime dans des sachets. Pareil, on verra dans l'IFAK, c'est bien d'avoir un petit sachet, plusieurs petits sachets, notamment de congélation par exemple, pour emballer tout ce qui est matériel souillé par victime. Dernier point, remplir la carte blessée. Pareil, on verra cette carte, c'est une aide mémotechnique pour le 4R et pour la remise au centre de soins. Alors, vient ensuite le protocole Titanic, qui, je le rappelle, concerne des soins sur le terrain pour plusieurs heures ou plusieurs jours. Du coup, ça se situe entre la zone orange et la zone verte, ni dans l'un ni dans l'autre. On peut dire qu'il y a une quatrième zone, un peu jaune, on va dire, qui comprend ce protocole. Du coup, c'est pour des soins d'essai de longue durée. Donc, Titanic. Alors, T, tête aux pieds. Le I, infection. Deuxième T, tout ce qui est tube et canule, administration, nouvelles technologies, infirmier et en dernier point casque, civière, tout ça. Premier point, tête aux pieds. Donc ça c'est refaire le protocole marche en fait complet du début à la fin. Traiter, rectifier, changer les modes opératoires si besoin, suivant l'évaluation et l'évolution des blessures. Possibilité de conversion des garrots. Alors là, c'est pareil, je vais en parler, mais je sais pas en fait. Je verrai si j'en parle parce que c'est assez dangereux en fait. Donc on verra pareil quand je ferai la vidéo de l'IFAK, on verra à ce moment-là. Ceux qui seront vraiment intéressés, j'en parlerai peut-être. Dites-moi. Deuxième point, l'infection. Les infections. Nettoyer, irriguer et couvrir les plaies avec des pansements propres et secs. Et changer les pansements et les bandages à peu près toutes les 12 heures. Troisième point, tube et canule. Donc ça c'est dans l'éventualité où il y en a eu qui a été posé. Pareil, c'est une vérification de la bonne pose et un bon fonctionnement des tubes et des canules. Le point administration, donc là ça concerne la fiche blessée. Il faut compter, répertorier tous les moyens utilisés et c'est le moment aussi où tu établis des tours de garde pour la sécurité. Point sur les nouvelles technologies dans le Titanic. Nouvelle technologie du coup, donc là c'est le moment où il faut appeler le médecin à distance, pareil, suivant les possibilités. Trouver et utiliser tous les téléphones que tu peux avoir à portée de main, les GPS, tous les moyens technologiques pour demander de l'aide. Et organiser la gestion de tout ce qui est batterie, pile, pour tenir le plus longtemps possible. Point infirmier, qui comprend
Deux autres protocoles, oui, ouais, ça fait un peu long. C'est les protocoles matos et phare. On voit ça dans la foulée. Ok. Dernier point du coup de Titanic, le C, casque, crème, civière. Alors là, c'est protection, c'est pour la protection des victimes. Avec casque, alors bon, on va pas dire c'est du superflu, mais c'est des trucs, si des soins, ils doivent durer très longtemps et que les victimes sont vraiment en mauvaise posture. Chaque petit détail peut compter pour leur faire supporter et les faire les laisser les garder en vie 1 heure, 2 heures, une journée de plus. Donc ça comprend les casques anti-bruit par exemple pour préparer pour l'exfiltration par hélicoptère, les lunettes anti-poussière. Après tout ça c'est faut avoir effectivement, hein, je l'ai déjà dit, je le redis, c'est suivant vos moyens, mais si vous avez, c'est ce qu'il faut faire. Le casque anti-bruit, les lunettes anti-poussière, crème solaire, baume à lèvres, tout pour protéger des éléments, et préparation de la civière pour l'évacuation. On aborde vite fait les deux protocoles pour l'infirmier, matos et phare. Alors le premier, matos, du coup, massage, alimentation, tournée, orale et hygiène et signes vitaux. Alors massage, ça c'est pour faire des massages aux victimes. Il faut faire des massages sur les jambes pour le drainage lymphatique 1 fois par jour si la victime elle a une mobilité restreinte, avec un mouvement qui part des pieds qui remonte et avec une pression de plus en plus forte. L'alimentation, de nourrir la victime par petites quantités, sauf si vomissement. L'eau, c'est par petite quantité aussi, hein, 250 ml tous les quarts d'heure, pas plus. Si tu utilises une solution de réhydratation orale si la victime elle semble déshydratée. Et enfin, il faut assurer la possibilité à la victime de faire ses besoins, de pisser, de chier. Si elle mange des cavois, elle aura besoin, donc ça fait partie du confort et des soins à prodiguer aussi, pareil. Ensuite, tourner. Alors là, c'est pour tourner la victime pour prévenir les blessures de pression, ce qu'on appelle les escarres. Un blessé qui est couché, il faut le retourner toutes les heures. Une victime qui serait assise, faut la changer de position à peu près tous les quarts d'heure. À la limite, si c'est possible de placer des mousses là où il y a les os qui saillent, ça peut que aider. Et également faire des séances de respiration profonde pour aider l'oxygénation, à peu près durant 5 minutes pour soulager les victimes. Oral hygiène, oral, hein, c'est brosser les dents, laver la bouche, le visage et le corps. Faut le faire si possible, si la victime a besoin, parce que s'il y a eu par exemple beaucoup de fumée ou quoi, forcément ça laisse des traces, ça laisse de la suie, et c'est pas forcément bon pour les blessures. Ou même pour l'état, le moral, tout ça, quoi, ça joue. Et dernier point, les signes vitaux, c'est faire un suivi des différents signes vitaux avec un suivi régulier et si possible un tableau pour t'aider. Protocole phare. Alors phare, le P, protection de la peau. Ensuite le H, hypothermie, activité physique, rembourrer et élever la tête. Alors protection de la peau, c'est protéger le blessé contre l'environnement, le soleil, la pluie, le vent, les insectes. Utiliser des répulsifs pour les insectes, les rongeurs, tout ça. Utiliser des bâches pour protéger du soleil, pour protéger du vent. Et des crèmes pour éviter la déshydratation ou les crevasses. Deuxième point, l'hypothermie. Là, il s'agit d'éviter au maximum les pertes de chaleur corporelle et également l'excès de chaleur. Insolation, coup de chaleur, crampes. Les activités physiques, alors là, c'est si possible, pareil, si la victime, on a les capacités, améliorer la circulation sanguine en faisant bouger les jambes, en faisant des mouvements aux membres non garrottés évidemment pour aider à la circulation. Point rembourré, donc là c'est prévenir, pareil c'est ce qu'on avait vu avant pour les escarres, prévenir les points de pression par des rembourrages derrière la tête, derrière les épaules, les omoplates, les coudes, le bassin et les pieds. Et dernier point, élever la tête. On surélever la tête de 15 cm du blessé qui est couché à mobilité réduite. Ensuite, dernier protocole, du coup, celui de la zone verte, c'est le protocole 4R, RRRR. Alors, R pour réévaluation, R pour rassurer, R renseigner, et le dernier, remise de la victime. Alors, réévaluer les blessures graves, critiques, toutes les 5 minutes,
et les blessures moins graves au moins tous les quarts d'heure. Refaire le protocole marche, et oui, c'est fastidieux, mais bon, c'est pour, voilà, c'est pour la bonne cause. Surveiller les signes vitaux, donc état de conscience, le pouls radial, présent ou pas, la respiration, si elle est laborieuse, lente, trop rapide, et la température. Est-ce que le bas du dos de la victime, il est chaud ou il est froid? Rassurer. Alors, rassurer et parler aux blessés, communiquer les informations, le temps d'évacuation, les actions entreprises pour essayer de soigner, améliorer le confort si possible, donc ça c'est la position, et donner ensuite le pack mug, c'est médicaments d'urgence. Ensuite, troisième point, renseigner, donc là c'est compléter la fiche blessé avec les informations, identité, allergie et le MIST. Tiens, on va voir au MIST, il n'y a pas assez de trucs, on va voir ça. Et dernier point, la remise. Donc là, pareil, c'est le MIST oral. Alors, qu'est-ce que le MIST? M-I-S-T. Donc du coup, c'est pas un protocole, on va changer un petit peu. C'est un rapport. Alors, le rapport MIST, M pour mécanisme des blessures. Donc là, c'est savoir à quoi ont été dues les blessures. À une explosion, un couteau, un tir, une collision, une chute, etc. Le I, c'est pour injuries en anglais. Injuries, les blessures. Énoncer et trouver toutes les blessures trouvées. Hémorragie, plaie soufflante, brûlure, fracture, corps étranger. Énoncer également les blessures suspectes qu'on n'a pas vues mais qu'on peut penser qu'elles sont là. Les hémorragies internes ou les commotions. Le S de MIST, tu suis toujours, c'est bon, t'es encore là. Le S, c'est pour signe. Donc là, c'est l'état de conscience. Le pouls radial, présent, absent, fort ou faible. La respiration, laborieuse, normale ou rapide. Et la température, bas du dos, le bas du dos, est-ce qu'il est chaud ou est-ce qu'il est froid. Et le T de MIST, les traitements donnés. Donc ça c'est pour le rapport, hein, pareil. Si on a placé un garrot, sur quel membre et à quelle heure. Si on a donné des médicaments, quelle dose, à quelle heure aussi. Enfin voilà, tout ce qu'on a donné, tout ce qu'on a fait comme soin. Donc voilà, pour résumer, je vais te faire un schéma de tous les protocoles dont je viens de parler pour que tu puisses bien situer, visualiser leur emplacement suivant les zones dans lesquelles ils se trouvent en fonction du danger et tout ça. Bon, voilà, j'espère que tu as bien suivi, que c'était pas trop ennuyant. Moi je trouve que c'est vachement intéressant, hein. Je te montrerai quand je déballerai mon IFAC le petit carnet que je me suis fait avec les fiches mémo et tout ça. Plastifié du coup, que je peux emmener avec moi sur le terrain tout le temps. C'est dans mon IFAC en permanence et c'est un bon moyen mémotechnique parce qu'on peut pas tout connaître, de tête. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'a intéressé. La prochaine que je ferai effectivement, comme je l'ai dit, hein, ce sera mon IFAC que je te déballerai et on verra quelques petites astuces parce que du coup j'ai pas forcément tout le matériel. Alors de tête je sais plus, mais j'ai pas forcément tout le matériel, mais du coup j'essaie de m'adapter et j'ai pas créé mais j'ai remplacé du matériel. En fait j'ai fait avec les moyens du bord, en fait. On verra ça. Bon, en attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi c'était le cas. Elle est vraiment plus détaillée que la première, hein, la première vidéo sur les premiers secours, mais elle ne remplace pas non plus une formation sur le terrain avec des vrais professionnels, avec des mises en application pratiques, etc. Mais bon, j'espère qu'elle te donnera quand même une idée de tous les savoir-faire indispensables dans une situation où tu pourrais te retrouver livré à toi-même et où la vie d'autres personnes pourrait également dépendre de toi. Allez, je te dis à la prochaine, like, partage cette vidéo autour de toi, partage au maximum et abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait. Allez, à la prochaine, ciao.